La première chose, bien faire la distinction entre un comptable et un expert comptable. La location courte durée est une activité qui va entraîner rapidement des flux assez importants à traiter. Tous les frais qui sont engagés dans l'intérêt économique de notre activité, on peut les déduire. Il ne faut pas la créer trop tôt, la holding. Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode et on va voir ensemble la comptabilité de A à Z et ça commence maintenant. Boum. Salut, c'est Mathieu, donc je me retrouve avec William Bigot. William Bigot qui est expert comptable et qui va nous dévoiler la comptabilité de A à Z pour les loueurs en courte durée. Donc salut William. Bonjour. Donc enchanté. Donc ce que je te propose, c'est, on se connaît déjà, ouais. Tu es mon comptable, donc lui, il est vraiment très calé sur la location courte durée et sur la comptabilité. Si tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus brièvement sur toi, où est-ce que tu es D'accord, ok. Donc, merci de m'avoir invité dans ta vidéo. Donc, moi, je suis William Bigot, du cabinet William Expertise et Conseil. Donc, je suis gérant associé d'un cabinet sur Bordeaux. Pour ceux qui connaissent, pas très loin du pont Chabandelmas. Et donc moi j'ai créé un cabinet, donc j'ai travaillé 10 ans avant dans un cabinet d'expertise comptable sur des thématiques diverses et variées, plutôt moi spécialisé dans la partie conseil et optimisation d'un point de vue comptable, fiscal, juridique et social. Et donc du coup j'ai lancé mon cabinet depuis le mois d'avril. Dans lequel là maintenant j'ai 4 salariés qui se développent très bien et donc mon but c'est d'accompagner les entrepreneurs sur des thématiques diverses et variées dont les problématiques immobilières qui touchent à la promotion, au marchand de biens et à la location courte durée avec toutes ces problématiques là qui semblent a priori simples mais qui sont pleines de choses trappes et donc justement on va essayer de dénouer le vrai du faux dans cette vidéo. Super, ce que j'ai fait c'est que moi j'ai noté, parce que j'avais fait un sondage avec toutes les questions que toutes les personnes peuvent se poser sur la comptabilité. J'ai tout noté sur mon téléphone, comme ça on va rien oublier. Okay. La première question, on se demande souvent, et même moi le premier si tu veux quand j'ai commencé, il y a plein de, je tape comptable sur Google, il y a plein d'experts comptables, de cabinets. Toi qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, un investisseur? Déjà toi, vu que tu as une vision globale des cabinets, quels sont les différents types de cabinets et quels sont ceux les plus adaptés, on va dire, pour un profil investisseur qui veut optimiser sa situation. Toi, comment est-ce que tu vois les choses? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour choisir un bon comptable? Alors, déjà, la première chose, c'est déjà bien faire la distinction entre un comptable et un expert comptable. Déjà en France, il faut savoir que la profession d'expert comptable en fait, détient un monopole sur la saisie, la tenue de comptabilité et l'établissement des comptes et les déclarations fiscales qui en découlent. Et donc du coup, tout le monde connaît des gens qui proposent des prestations de comptabilité mais qui ne sont pas forcément, on va dire, experts comptables. Donc ça, pour le coup, déjà éviter des personnes qui font ce type d'action, déjà parce que c'est illégal, et en plus, tout simplement parce qu'il y a des assurances professionnelles qui vont derrière. Et donc, s'il y a des problèmes, l'expert comptable est assuré, le comptable de base est peut-être pas assuré. Donc ça, c'est la première chose. Et après, dans le marché de l'expertise comptable, on a quand même eu pas mal d'évolutions avec tout ce qui est dématérialisation, numérisation de l'économie. Et donc maintenant, on retrouve deux grands types, on va dire, de cabinets. On a des cabinets qui sont full dématérialisés. Et donc eux, ces cabinets, en fait, ils proposent à des clients des prestations où je pense qu'elles répondent à un certain besoin d'établissement des comptes annuels. Par contre, à mon sens, peut-être qu'on manque un peu d'approche de conseil et de relations de proximité qui pour moi restent indispensables. C'est la relation que j'ai avec mes clients. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est-à-dire des cabinets qui font les obligations fiscales et qui peuvent amener vers des relations de conseil, mais tous les gens qui me font des retours ou des gens que j'ai récupère de ces cabinets, ils ne me font pas forcément que des bons retours sur la partie conseil et accompagnement.
Mais je peux me tromper, hein, j'ai pas d'expérience directe. Après, il y en a des cabinets plus traditionnels qui, bien sûr, sont obligés de s'adapter au rythme de l'économie. Et donc, du coup, pour un bon expert comptable, dans le cas d'une location courte durée, il faut faire assez attention puisqu'en fait, la location courte durée est une activité qui va entraîner rapidement des flux assez importants à traiter. Donc, si on est sur des cabinets historiques qui traitent une compta comme on le faisait avant, on peut arriver à des budgets proposés qui sont relativement conséquents. Donc, à mon avis, pour la location courte durée, les cabinets les plus adaptés, soit la personne connaît déjà tout et a besoin juste d'une comptabilité, de remplir ses obligations légales, et là, pour le coup, un cabinet en ligne pourrait très bien faire l'affaire. Ou alors, on a d'autres cabinets plus traditionnels, comme peut être le mien, qui ont mis en place des outils qui permettent de capter des flux assez importants. Et donc du coup, capter des flux importants, donc moi, pour le nom de mon outil, ça s'appelle Pennylane, c'est un outil d'expertise comptable. Et permettre de capter les flux, ça permet d'automatiser la saisie en gérant un volume important avec un budget qui est assez maîtrisé, puisqu'il y a quelques années en cabinet, on aurait pu avoir un budget qui aurait pu être 2 à 3 fois supérieur à celui que je propose aux clients dans le cadre d'une location courte durée. Voilà. Ok. Bah après, oui, c'est vrai, parce que pour faire un retour, moi, avant, quand j'ai commencé, je passais par un cabinet, on va dire, en ligne. Donc, le réflexe que j'ai eu, c'est je vais essayer de payer le moins cher tout ce qui est compta. Et du coup, j'ai pris un cabinet. Et en fait, un cabinet en ligne, complètement dématérialisé. Donc, les personnes, je ne les voyais pas du tout, en fait. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, j'ai remarqué que, en fait, la compta, elle n'était pas vraiment optimisée. En fait, c'est limite, il n'y a pas d'optimisation, c'est on rentre dans un process et ça, en fait, ils mettent en place un outil spécifique et l'outil automatise un maximum les écritures. Mais effectivement, un budget forcément souvent un peu moins important, mais forcément avec moins d'optimisation derrière, puisqu'il y a moins de temps passé. Et toute la partie comptable, est-ce qu'on peut déduire ça des impôts ou comment ça marche? Alors oui, exactement. Je pense que on sera peut-être amené à le voir un peu plus tard, mais tous les frais comptables, du moment où on engage des frais dans l'intérêt économique de l'activité, donc d'où dans lesquels rentrent les frais de comptabilité, ce sont des frais, ce sont des charges de l'activité qui viennent être déduits dans le cadre de l'utilisation d'un certain régime fiscal. Ok. Et donc là, donc là, j'ai bien compris comment choisir un bon comptable, les différents, etc. Donc imaginons qu'on se lance dans la location courte durée. On sait qu'il y a le micro-BIC, il y a le réel, etc. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux et dans quel cas? Parce qu'on dit souvent, oui, il faut être au réel, mais je sais que dans certains cas, tu m'avais dit que limite, vaut mieux être en micro-BIC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur… Alors, en fait, tout simplement, donc, la divergence qui existe, alors il y a même, on va dire, 3 régimes fiscaux. On va le voir un peu plus tard, mais on a le régime micro, donc on est les personnes qui sont à l'impôt sur le revenu, donc qui exercent leur activité en propre. Donc c'est-à-dire on a le micro, à l'impôt sur le revenu, on a le micro BIC. Donc BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, c'est la catégorie d'imposition dans laquelle est fiscalisé les revenus de location meublée. Et donc là, dans ce cadre-là, on a le micro BIC, où en fait on prend son chiffre d'affaires, on applique un abattement de 50%, dans la majorité des cas, de 50% sur le chiffre d'affaires, et le montant abattu, ça nous sert de base au calcul de l'impôt sur le revenu et éventuellement des cotisations sociales et des prélèvements sociaux qui s'appliqueraient dessus. Voilà. Donc ça, c'est le cadre simple, où on ne se prend pas la tête pour le coup, où on a juste quelques chiffres à déclarer, et c'est tout. Donc ça, dans ce cadre-là, effectivement, dans la plupart du temps, ce n'est pas optimisé, puisqu'en fait, on a une deuxième situation qui est le réel BIC. Donc contrairement au micro, où on prend son chiffre d'affaires et on applique un abattement forfaitaire, le réel BIC permet de déduire toutes les charges réelles de l'activité, alors qu'au micro, on est sur un montant forfaitaire. Et donc c'est là où il va y avoir un calcul, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire avant que le réel BIC est plus favorable que le micro BIC, il faut tout simplement faire des simulations. Et en fait, dans le réel BIC, il va falloir tenir une comptabilité. Et donc la tenue de cette comptabilité, on va prendre les loyers, donc ça va générer, c'est notre chiffre d'affaires, et on va déduire l'ensemble des charges supportées par l'activité. Donc l'ensemble des charges, ça va être
les charges liées aux charges de copropriété, aux honoraires comptables, à la taxe foncière, aux frais de déplacement, au ménage. Donc toutes les charges possibles et inimaginables qu'on peut avoir dans l'activité, on va venir le déduire du chiffre d'affaires et on apportera et on déduira une composante qui est quand même, on va dire, majoritaire dans le cadre de la location meublée, qui est ce qu'on appelle l'amortissement du bien immobilier. Donc l'amortissement du bien immobilier, pour faire simple, on a une construction qui est valorisée à 300 000 euros. Cette construction est amortie sur 30 ans. Donc ça veut dire que chaque année, on va passer 10 000 euros de charges par an. Et donc c'est pour ça que c'est souvent cette composante-là qui fait basculer le régime réel comme étant plus favorable que le régime micro. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc ça, à chaque cas, sa simulation. Et la simulation peut nous faire dire qu'on arrive sur quelque chose qui est plus favorable au réel ou moins favorable au réel. Donc ça, c'est du cas par cas. Et on a un troisième régime qui peut s'offrir à nous, en plus de ce que tu as dit, qui va être exactement sur la même catégorie que les BIC, c'est l'impôt sur les sociétés. Si on est en société, on peut opter à l'impôt sur les sociétés. Et donc, là, dans ce cadre-là, on peut être amené à pouvoir tenir une comptabilité et ne pas avoir d'impôt sur le revenu à payer dessus, mais de l'impôt sur les sociétés. Voilà. Et là, sur l'impôt sur les sociétés, ça marche comment alors du coup l'impôt sur les sociétés, on va Du coup, il faut avoir créé une société d'abord. Exactement, il faut avoir créé une structure en amont. Alors, maintenant, depuis assez peu de temps, même un entrepreneur individuel peut même opter à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est nouveau, hein. C'est depuis le mois de mémoire, c'est février-mars, hein. Les textes sont passés. Donc ça, c'est nouveau, mais on va dire le cadre général que l'on connaît depuis des années. On est sur une société, tenue de comptabilité exactement comme ce qu'on a décrit pour le réel BIC, et on obtient un résultat, sauf que ce résultat, il n'est pas imposé dans les mains de la personne physique, mais il est imposé dans les mains de la société, donc c'est-à-dire on paye un impôt sur les sociétés, et donc là aujourd'hui les taux d'impôt sur les sociétés, de 0 à 38 120 euros de résultat, on est à 15%, et au-delà, on est à 25% d'impôt. Voilà. Donc l'idée de l'impôt sur les sociétés, c'est que souvent, on évite de payer l'impôt sur le revenu. Par contre, c'est la société qui est fiscalisée. Et après, à la sortie, c'est souvent plus défavorable d'être à l'impôt sur les sociétés qu'à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est un peu ça. Et par rapport à tout ce qu'on peut déduire, oui. Imaginons là, je me lance dans la location courte durée. Je sais pas moi, je vais en voiture à l'appartement, je vais au Lavomatic. Ouais. Je sais pas, je vais rencontrer un prestataire de ménage, on va manger ensemble. Qu'est-ce qu'on peut déduire Est-ce que tu sais tous les trucs qu'on peut déduire et qu'est-ce qu'on peut pas déduire aussi? Alors, ce qu'on peut déduire, ça va être... Alors, il y a deux choses. Il y a la déduction d'un point de vue comptable et il y a la déduction d'un point de vue fiscal. Donc, la déduction d'un point de vue comptable, ce qu'on a dit, c'est que tous les frais qui sont engagés dans l'intérêt économique de notre activité, on peut les déduire. Donc, c'est-à-dire... les frais, fournitures administratives, l'eau, le gaz, l'électricité, les prestataires dont on pourrait avoir besoin dans le cadre de l'activité, prestations de ménage, remise des clés, voilà, tous ces prestataires-là. L'entretien sur le bien immobilier, l'acquisition de nouveaux mobiliers, les frais de déplacement, les honoraires comptables, des formations spécifiques, dans le cadre de la location, dans les cas de la location meublée ou l'utilisation de certaines technologies, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises, ça on fera peut-être un focus un peu plus tard dessus. Voilà. Toutes ces charges-là, globalement, on peut faire même appel à la publicité, les frais retenus par les plateformes de type Booking, Airbnb, voilà, toutes ces charges-là, du moment où on les engage dans l'intérêt économique de l'activité, elles sont déductibles. Globalement, il faut raisonner, c'est plutôt du bon sens. Il faut raisonner comme un hôtelier. Si vous étiez hôtelier, pour louer votre appartement, quelles dépenses il faudrait engager pour permettre cette location-là. Voilà. Et après, il y a la problématique fiscale, puisque la comptabilité vous permet de déduire des dépenses du moment où c'est engagé dans l'intérêt économique de l'activité. Et après, par contre, il y a la problématique fiscale. Et donc la problématique fiscale, l'administration dit vous passez ce que vous voulez dans votre compta. Par contre, moi je mets des garde-fous parce que pour calculer mon impôt sur le revenu ou calculer mon impôt sur les sociétés, je veux qu'il y ait des limites. Et donc ces limites-là, elles vont être notamment, je ne sais pas, quelqu'un qui a un gros parc immobilier. Imaginons, alors pas un appartement, hein, vraiment quelqu'un qui commence à avoir 5 à 10 appartements. On pourrait très bien envisager que la personne en fait quelque part, elle est
professionnelle. Et donc, étant professionnelle du domaine, elle pourrait avoir besoin d'un véhicule de société pour pouvoir se déplacer. Et donc ça, l'administration fiscale, elle met des barrières parce qu'elle dit « Ok, vous faites ce que vous voulez, vous prenez un véhicule de société. Par contre, moi, je ne permets pas la déduction de la totalité des charges liées au véhicule de société. » Voilà. Vous pouvez faire un restaurant. Comptablement, ce restaurant, je sais pas, vous avez votre client, un apporteur d'affaires qui génère quasiment 90% de votre chiffre d'affaires. Vous pourriez dire, ouais, mais je l'invite dans un super resto, c'est très bien. L'administration fiscale dira, ok, vous l'avez passé en compta. Par contre, le restaurant, moi, je ne l'accepte pas en déduction au titre de ce qu'on appelle une dépense somptuaire, une dépense un peu fastueuse qui ne rentrerait pas dans la déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou le calcul de l'impôt sur les sociétés. Et par exemple, là, dans le cas précis, quand on va au resto ou autre, il y a des trucs précis à mettre en place. Exactement. Il y a un certain formalisme à mettre en place. Et donc, sur le ticket, il faut absolument indiquer au dos du ticket ou sur le ticket le nom des personnes avec qui on a été déjeuner et le contexte pour rappeler, pour surtout s'en souvenir, parce que derrière, la difficulté, c'est toujours de se remémorer, comme un contrôle fiscal peut intervenir dans les 3 ans avant, forcément, c'est se remémorer dans quel contexte on a été et pourquoi on a fait ça. Voilà. Okay. C'est comme le cas de la restauration, et on n'a pas parlé des dépenses qui pourraient potentiellement être déductibles, c'est-à-dire les cadeaux clients. Bien sûr, dans le cadre où c'est des cadeaux qui représentent une certaine, on va dire, l'apport du client est quand même très conséquent par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, on peut très bien admettre des cadeaux clients, des bouteilles ou des choses comme ça. Et là, dans ces cas-là, il faut tenir un listing pour le client des cadeaux qui lui ont été octroyés. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà. Et toi, comment est-ce que tu fonctionnes par exemple, avec tous ces justificatifs, avec les tickets de caisse, etc. Parce que moi, je me rappelle, limite, c'était la croix à la bannière parce que je me retrouvais avec des piles de papier énormes et à chaque fin de mois ou d'année. Parce que si on ne se prépare pas, on a la grosse liasse, c'était vraiment la croix et la bannière. Et puis depuis, là, on a mis en place des choses. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment est-ce que tu fonctionnes justement Alors, pour justement faciliter la comptabilité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de loueurs qui nous suivent. Franchement, à chaque fin d'année, on sort les serviettes parce que on suit quoi, avec toutes les déclarations et tout quoi. Donc du coup par rapport à cette problématique, effectivement, alors il faut savoir plusieurs choses. Déjà, pour qu'une dépense soit déductible, il faut à chaque fois qu'il y ait une dépense et qu'il y ait ce qu'on appelle un justificatif. Un justificatif, en France, c'est une facture. Donc une facture avec bien sûr un contenu et un cadre légal avec des mentions obligatoires. Et donc, par exemple, un ticket de restaurant fait office de facture. Mais après, à chaque fois que les gens font appel à un fournisseur particulier, c'est un peu pénible en termes, parce que maintenant il y a beaucoup de plateformes, donc il faut aller se connecter sur les plateformes, récupérer, même si par exemple moi mon outil comptable, il y a des connecteurs qui permettent d'aller récupérer certaines choses sur les plateformes, mais ça a des limites. Donc effectivement, il faut se préparer. Et donc moi, le choix de mon outil comptable que j'ai choisi, comme tu as dit, avant c'était assez compliqué. Et donc le choix de mon outil comptable PennyLane veut que l'entrepreneur mette à jour régulièrement sa comptabilité. Alors il y a des automatisations, donc il y a des justificatifs qui viennent directement s'incrémenter sur la plateforme. D'autres justificatifs où en fait l'entrepreneur vient déposer ses justificatifs. Et ensuite, il y a quand même une facilité, une ergonomie dans l'utilisation de l'outil qui permet en fait tout simplement d'avoir les transactions qui sont directement intégrées dans l'outil grâce à une connexion. Et donc du coup, on rattache tout simplement les transactions au justificatif et ça évite en fin d'année les demandes de l'expert comptable avec le compte d'attente. Je pense que les gens doivent voir de quoi on parle. Et du coup, merci de nous justifier. Il y a 4 pages de compte d'attente. Et là, forcément, on est parti pour des heures et des heures de recherche et de bonheur. Donc du coup, c'est fait pour ça. En fait, moi, j'ai mis en place cet outil-là pour éviter justement ce que j'avais vu par le passé, tout simplement, parce que j'étais pas meilleur que les autres, on a eu les mêmes problèmes. Et donc du coup, grâce à cet outil-là, si la personne se tient régulièrement à sa comptabilité, normalement, ça ne doit pas poser de problème, malgré le flux important que peut générer ce type de dossier. Voilà.
Ok. Bah, moi, par exemple, concrètement, si je vais à Leroy Merlin, que je dois acheter un truc pour mes apparts ou autre, si j'ai des factures, maintenant j'ai l'appli mobile et dès que je sors du magasin, je le scanne via l'appli et c'est directement envoyé chez toi et limite, j'ai rien à faire après. Exactement. C'est ça qui est magique. Il faut juste se plier au quotidien à faire ça et à partir du moment où on arrive à s'y plier, honnêtement, je pense que j'ai des très bons retours clients de l'application et du logiciel, même des phobiques administratifs. Aujourd'hui, ils l'utilisent avec plaisir. Donc, je pense que c'est plutôt un succès. Ça ne fera pas l'unanimité à 100%, mais je pense que bon, pour 90% des profils, ça s'adaptera. Ok. Et donc là, imaginons la personne se lance, elle commence à faire du chiffre. On sait qu'il y a loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Et après, il y a beaucoup de gens qui ont peur de passer en loueur meublé professionnel. Donc, dans quel cas on passe dans ce stade-là? Et finalement, est-ce qu'il n'y a que des désavantages ou est-ce qu'il y a peut-être des avantages? Est-ce que tu peux m'en dire un peu? Oui, alors ça c'est quelque chose qui a pas mal bougé ces dernières années en termes de législation, puisqu'en fait la fiscalité, donc la notion de loueur meublé professionnel, non professionnel, c'est une définition déjà fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale considère que vous avez une activité, vous faites de la location meublée. On n'analyse même pas qu'elle soit courte durée, longue durée pour l'instant, vous faites de la location meublée, donc vous êtes en loueur meublé. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, il peut y avoir un cas où on est en loueur meublé non professionnel, c'est le cas on va dire, de la majorité des personnes, et à partir du moment où une personne commence à avoir un certain volume d'activité, logiquement, elle doit basculer plus ou moins rapidement en statut professionnel. Donc on va commencer sur la partie du non professionnel. Donc en fait, la distinction entre loueur meublé professionnel et non professionnel, elle répond à certains critères. C'est d'abord des critères qui sont on va dire, cumulatifs pour être considérés comme non professionnels. Il faut avoir des revenus d'activité, donc des loyers, inférieurs à 23 000 € par an. Donc ça, c'est la première chose. Peu importe est-ce que c'est par appartement ou en global? En global, par personne exerçant l'activité de location meublée. J'ai 5 appartes, donc il ne faut pas que je dépasse 23 000. Que j'en ai 1 ou 5, il ne faut pas que je dépasse 23 000. Exactement, exactement. Donc ça, c'est le premier critère. C'est des critères cumulatifs qui vont faire qu'on va basculer en professionnel. Donc le premier critère, c'est 23 000 € de recettes sur l'ensemble des appartements à partir du moment où on est en propre, en personne physique. Le statut de loueur meublé professionnel, non professionnel s'applique uniquement pour les personnes qui exercent avec le cadre de l'impôt sur le revenu. Voilà. Ça ne s'adresse pas aux personnes qui exercent avec le cadre de l'impôt sur les sociétés. Donc en gros, le premier critère, 23 000 €. Deuxième critère, le deuxième critère, c'est... donc il y avait alors juste un petit focus quand même, parce que les personnes, il y a peut-être des articles qui datent un peu. Et donc avant, il y avait un critère qui existait, qui n'existe plus maintenant depuis, je pense, 4-5 ans facile. C'était l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Donc ça, ce critère-là n'existe plus aujourd'hui pour la distinction entre un loueur meublé pro et un loueur meublé non pro. Qu'importe qu'on soit inscrit au registre du commerce et des sociétés, si on dépasse les deux critères cumulatifs, on est en pro ou on est en pro, tout simplement. Donc le premier critère, pour y revenir dessus, c'est les 23 000 €. Et le deuxième critère, c'est que l'ensemble des revenus tirés de l'activité de location meublée, donc revenus, c'est-à-dire des loyers, doivent être, à partir du moment où ils sont supérieurs à l'ensemble des revenus d'activité, donc c'est-à-dire revenus d'activité, c'est-à-dire les traitements et salaires. Donc vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez votre salaire, ce que vous déclarez. À partir du moment où les loyers que vous encaissez de vos appartements deviennent supérieurs aux revenus de votre activité, forcément, là, vous basculez potentiellement en pro. Revenu brut ou net? Revenu net déclaré. Je gagne 2 000 € par mois, ça me fait 24 000 € à l'année. Net imposable. Donc la différence entre le net perçu et le net imposable, il y a des choses qui vont se rajouter entre le net perçu et le net imposable. Je vais citer 2-3 cas comme ça, qui sont les plus concrets. Les gens qui ont des avantages en nature, par exemple des véhicules de société qui peuvent utiliser à titre perso, le net, ils perçoivent moins que ce qu'ils déclarent parce que l'avantage en nature rentre dans la base d'imposition. On a le cas aussi
de la CSG-CRDS. C'est-à-dire que en bas des bulletins, on a la CSG-CRDS et il y a une quote-part de la CSG-CRDS qui est non déductible, qui re-rentre dans la base de calcul pour l'impôt. Et on a maintenant, depuis quelques temps, on a notamment la part mutuelle qui re-rentre dans la base d'imposition pour l'impôt sur le revenu. Et donc c'est ça qui explique la différence entre un net perçu et un net imposable. Donc des fois, attention, parce que pour certaines personnes, il n'y a pas énormément d'écart. Pour d'autres, il peut y avoir des écarts plus ou moins importants, notamment quand il y a des avantages en nature qui sont assez substantiels. Voilà. Et donc du coup, on est vraiment sur le net fiscal déclaré au titre qui est présent sur l'avis d'imposition. Voilà. Et donc du coup, quand on a ces critères cumulatifs, donc pour ce qui est un revenu d'activité, qu'est-ce qu'on entend revenu d'activité? Donc on a dit traitement et salaire, on a les pensions de retraite, c'est un revenu d'activité, on a les bénéfices industriels et commerciaux, on a, donc si on a des cas d'artisans commerçants, on a les cas de revenus agricoles, où on a des cas de bénéfices non commerciaux, des gens qui sont en profession libérale, qui exercent en direct. Et donc ça, tout ça, de façon cumulative, ce sont des revenus d'activité. C'est-à-dire qu'une personne qui a un emploi salarié et qui en parallèle a une activité de profession libérale, on va cumuler ces deux revenus pour comparer ces revenus d'activité au loyer qu'il perçoit dans le cadre de son activité de location meublée. Et donc en gros, le cas d'espèce où on peut passer en pro, on a une personne qui a des revenus d'activité à 49 000 euros par an. On a du coup quelqu'un qui fait 50 000 euros de loyer par an. Mais on est dans un cas où on a plus de 23 000 euros de recettes et on a les revenus d'activité de location meublée représentent plus que les revenus d'activité. Et donc dans ce cas-là, la personne passe du revenu du statut de location meublée non professionnelle au statut de location meublée professionnelle. Et imaginons si je suis marié, sur la fiche d'imposition, je sais qu'il y en a qui sont seuls ou peut-être à plusieurs. Oui. Comment ça marche dans ce cas-là? Ça prend en global ou comment ça se passe? Alors dans ce cas-là, si des personnes sont mariées, effectivement on analyse le foyer fiscal. Voilà, on analyse le foyer fiscal. Alors attention, parce que souvent les activités sont exercées des fois au nom d'une personne et pas forcément au nom des deux, mais en général on analyse le foyer fiscal pour comparer les revenus d'activité au statut de location meublée professionnelle, non professionnelle. Donc par rapport à ça, il faut faire attention parce que la fiscalité peut diverger assez rapidement d'un statut à un autre. Et donc, quelles sont les distinctions qu'on pourrait faire entre un statut de non professionnel et un statut de professionnel? Tout simplement, déjà, la première chose, c'est que quand on est en statut de loueur meublé non professionnel, on a plusieurs choses à savoir. Donc, statut de loueur meublé non professionnel, on est du coup soumis à la fiscalité classique quand on possède un bien immobilier. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui louent des biens en locaux nus, on sera exactement sur la même fiscalité à la sortie. C'est-à-dire que si vous vendez un bien immobilier, on a une fiscalité, c'est-à-dire vous avez l'impôt sur le revenu qui est calculé sur la plus-value. Et donc sur la plus-value, on a 19% d'impôt sur le revenu qui va s'appliquer, donc calculé par notaire. Des prélèvements sociaux à 17,20% qui vont s'appliquer sur le montant de la plus-value. Suivant le montant de la plus-value, on peut avoir des contributions additionnelles qui s'ajoutent qui peuvent aller jusqu'à 6%. Et en complément de ça, et malgré tout en complément de ça, si on détient le bien depuis assez longtemps, on commence à avoir ce qu'on appelle des abattements pour durée de détention qui vont s'appliquer, qui font que au bout de 30 ans, vous avez une exonération totale de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Donc ça, c'est un point majeur dans le cadre du statut de loueur meublé non professionnel, c'est de louer avec une fiscalité en général, si on a opté pour le réel, qui est hyper avantageuse, puisque du coup, on déduit l'amortissement et on passe les charges réelles. Donc on peut, dans certains cas, arriver à maîtriser son imposition et arriver soit à zéro, soit à un résultat qui n'est pas très important. Et par contre, on bénéficie toujours de la plus-value des particuliers au titre de la plus-value immobilière, avec la possibilité d'avoir les abattements pour durée de détention. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on peut avoir ce statut-là, parce que au bout de 30 ans, on ne sait jamais ce qu'on va faire, mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir une exonération totale de la plus-value. Alors, sous réserve, bien sûr, que la fiscalité soit toujours la même au moment où on vend, mais sur le principe, on est là.
Et du coup, après, ben, ça, c'est le principe de la location meublée non professionnelle. Et donc, en découle derrière, ben, quelle est la conséquence de passer en professionnel, parce que beaucoup de gens sont paniqués à l'idée de passer en professionnel. Et donc, en gros, passer en professionnel, qu'est-ce que ça va impliquer? Ben, globalement, en termes de résultats, ça ne va pas impliquer grand-chose, puisque ben, on va tenir une comptabilité, on va ressortir exactement le même résultat de cette comptabilité. Et du coup, par contre, c'est le traitement derrière qui va être appliqué, qui va être complètement différent. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de plus-value, quand on est en professionnel, c'est beaucoup moins intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, autant quand on est en location meublée non professionnelle, on a une plus-value qui s'applique, c'est la plus-value des particuliers, donc avec les abattements pour durée de détention, ce qu'on vient d'évoquer. Et quand on est en professionnel, c'est la plus-value des professionnels qui va s'appliquer. Donc ça veut dire quoi? Plus-value des professionnels, ça veut dire, sans rentrer dans un truc trop technique, mais plus-value des professionnels, on va avoir la plus-value qui va être calculée sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Sauf que le prix d'achat, il va se retrouver diminué de tous les amortissements que l'on a pratiqués depuis l'origine. Donc ça veut dire que par exemple un bien qui a 300 000 euros... Ah, si j'ai fait des travaux... Mais c'est-à-dire que si tu as fait des travaux, logiquement, quand tu vends, ça se trouve, ces travaux sont totalement amortis comptablement. Donc c'est-à-dire que même ton bien immobilier, on prenait l'exemple tout à l'heure d'un bien immobilier à 300 000 euros. Ton bien immobilier que tu as amorti pendant 30 ans à 300 000 euros, si tu fais une plus-value énorme à l'impôt sur le revenu au bout de 30 ans, tu n'as plus rien. Si tu as amorti ton bien immobilier pendant 30 ans, ta plus-value elle est à 100%. Et donc là, la conséquence fiscale elle peut être assez importante. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, du coup, tu vas avoir une plus-value calculée à 100%. Et donc, comme la plus-value elle est calculée à 100%, forcément, elle va se retrouver assez importante. Et donc, cette plus-value-là, alors il y a des articles d'exonération de la plus-value qui existent, notamment l'article ce qu'on appelle 151 septies qui permet d'avoir une exonération sur la plus-value à partir du moment où on exerce l'activité pendant 5 ans, et d'autres articles qui peuvent se greffer. Mais dans tous les cas, on a une fiscalité, si on garde le bien longtemps, souvent plus importante en professionnel qu'en non professionnel. Donc ça, c'est la première chose. C'est attention au piège de la plus-value. Si on ne veut pas vendre, quelque part, il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où on veut vendre, là, il faut se poser des questions, il faut anticiper, parce que ça va surtout dépendre du régime fiscal dans lequel on va se trouver au moment de la vente. Puisqu'on peut avoir été en non professionnel pendant tant de temps. Si on vend au moment où on est en professionnel, c'est la fiscalité au moment de la vente qui va s'appliquer. Et est-ce qu'au moment de la vente, imaginons on est toujours en professionnel et au moment de la vente, là on fait un petit chiffre d'affaires sur les loyers, du coup tu repasses en meublé. Est-ce que c'est possible ça? Alors c'est possible dans la théorie. Après dans la pratique, attention à ce qu'on peut appeler l'abus de droit. Ouais, c'est-à-dire que d'un point de vue fiscal, il y a des textes, et attention à ne pas utiliser les textes fiscaux dans un but purement fiscal. Puisque si on a ce cadre-là, l'administration est en droit de rejeter le montage ou de rejeter la déclaration qui a été faite en estimant que volontairement, la personne a faussé un peu la donne pour optimiser la sortie. Voilà. Donc ça, attention à ça, mais sur le papier, c'est un cas qui peut se présenter et on peut se retrouver à avoir... Alors, il y a quand même des cas un peu particuliers où il y a des fiscalités intermédiaires qui existent parce qu'on a passé tant de temps dans tel régime professionnel, non professionnel, mais c'est vrai qu'on peut un peu optimiser la sortie si on le souhaite. Mais attention, parce que attention à pas. On est toujours à la frontière entre l'optimisation et le montage trop agressif qui est considéré comme un abus de droit. Ouais, c'est comme si on a fait 10 ans en professionnel et tout d'un coup, la dernière année, on passe en non professionnel. Voilà, là, ça fait louche. Voilà, mais comme par hasard, par exemple, on est dans la période Covid. Bon, là, à la limite, ça se justifie qu'on fasse moins de loyer. Par contre, si on fait tous les ans, pendant 30 ans, des locations, on prend 100 000 euros par an, et là, bizarrement, la dernière année, on fait 15 000. À un moment donné, faut pas être... Je veux dire, si on prend l'administration pour des idiots, automatiquement, il y aura derrière des conséquences, ou pas, mais en tout cas, le risque zéro n'existe pas si on fait ce type de montage qui, pour moi, est trop agressif. Voilà. Donc, du coup, dans ce cadre-là, il y a la première problématique, c'est la plus-value. Deuxième chose, alors attention, on n'en a pas parlé sur le professionnel, donc je vais pondérer ce que je vais dire là,
c'est les cotisations sociales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans le régime de loueur meublé professionnel, automatiquement, on va déclencher l'inscription à la sécurité sociale des indépendants. Et donc du coup, sur le résultat de l'activité, on va payer des cotisations sociales. Donc ça, ces cotisations sociales, au réel, elles sont calculées à 45% du montant du résultat de l'activité. Donc sur le papier, ça peut faire très important, sauf que si on a un résultat qui est quasiment égal à 0 ou égal à 0, automatiquement, 45 de 0, ça ne fait pas 0, ça serait trop simple. Mais en gros, il y a un minimum de cotisation par rapport à l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants. Donc une personne qui a un déficit ou 0 de résultat à la fin de l'année, lui, il va se retrouver à avoir un forfait de cotisation à peu près environ 1 200 € de charges par an. Voilà. Minimum, ouais, c'est... Voilà. Quel que soit son résultat in fine, il paiera 1 200 € de cotisation sociale. Alors pourquoi j'ai dit attention à pondérer? Parce que là, la cible de la vidéo est la location courte durée. Et donc là, il y a des textes qui sont sortis, qui datent, je crois, de 2017, qui font qu'à partir du moment où une personne, sans être professionnelle, malgré tout, dépasse plus de 23 000 € de revenus tirés des locations de courte durée, elle doit s'inscrire automatiquement à la sécurité sociale des indépendants. Et ça a d'ailleurs été rappelé dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2021, enfin celle qui a été de 2022 faite en 2021, où effectivement ils ont rappelé un critère qui existait déjà, donc j'ai pas forcément compris, je pense qu'ils ont voulu le graver dans le marbre, mais ça existait déjà depuis 2017, où ils rappellent effectivement l'obligation d'affiliation à partir du moment où une location courte durée dépasse 23 000 € de recettes. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a peur du statut professionnel parce qu'il y a des cotisations sociales, c'est pas le bon calcul parce que la plupart du temps, elle aura peut-être déjà plus de 23 000 € de recettes sur de la location uniquement courte durée. Si on a la location longue durée en meublé et la location courte durée, c'est uniquement le critère de la location courte durée qui jouera pour le calcul des cotisations sociales. Voilà. Ah, c'est-à-dire que pour les 23 000, oui. On prend uniquement les revenus issus de la location courte durée ou du meublé aussi? Non, courte durée uniquement. Uniquement. Voilà, uniquement. Donc ça veut dire que c'est pas un argument de dire j'ai peur du statut professionnel parce que je fais de la location courte durée et je fais 40 000 et j'ai pas envie de dépasser 50 000. Non, parce qu'au final, on a l'obligation de s'inscrire à partir du moment où on a la location courte durée. Ouais, donc en fait, voilà. Ouais, d'accord. Et donc là, c'est pas un critère. Alors malgré tout, on a parlé quand même des côtés négatifs, il ne faut pas parler que de ça, parce qu'il y a quand même des côtés positifs d'être en location meublée professionnelle. Et donc il y en a, on va dire, il y en a deux gros qu'on peut identifier. On a, au titre de l'activité, on va avoir l'impôt sur la fortune immobilier. Donc là, maintenant, depuis quelques années, on est passé de l'impôt sur la fortune tout court à l'impôt sur la fortune immobilier. Et donc, quand on est en statut de logueur meublé professionnel et qu'on remplit certains critères, du coup, on peut sortir de l'assiette de l'impôt sur la fortune les biens immobiliers. Donc, ça veut dire que malgré tout, si on commence à avoir un parc immobilier important, donc pour faire ça, pour rappeler un peu l'impôt sur la fortune, on est soumis à l'impôt sur la fortune à partir du moment où on dépasse 1 300 000 de patrimoine net par an. Donc, c'est-à-dire de patrimoine du foyer fiscal. Donc si vous êtes tout seul ou que vous soyez 2 ou 10 dans votre foyer, qu'importe, c'est le patrimoine du foyer. Et donc le patrimoine net, c'est on prend la valeur réelle des biens immobiliers au 1er janvier de l'année et on déduit tous les passifs, c'est-à-dire l'emprunt, essentiellement, ça va être les prêts qu'il y a dessus. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui exploite en location courte durée depuis un moment, elle va commencer à avoir remboursé un maximum de prêts. Il suffit qu'elle ait acheté dans des coins où l'immobilier a flambé, comme on a nous dans la région, on en connaît plein. Du coup, elle peut se retrouver à payer l'impôt sur la fortune immobilier sur la base de la valeur réelle. Et l'endettement, comme il n'y en a plus beaucoup, elle peut se retrouver à avoir une fiscalité plus ou moins importante au titre de l'impôt sur la fortune. Et donc du coup, le statut de loueur meublé professionnel permet tout simplement de sortir de l'assiette de l'impôt sur la fortune les biens en location meublée professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant. Et la deuxième chose qui est intéressante,
c'est, on a parlé de la plus-value tout à l'heure, qui à très long terme peut être un frein. Mais malgré tout, il y a quand même le critère de la plus-value professionnelle. J'ai parlé de l'article 151 d'article d'exonération. Cet article-là permet, au bout de 5 ans, d'avoir une exonération, alors pas totale, parce qu'il y a des cotisations sociales à payer, mais d'avoir une exonération à partir du moment où on a exercé l'activité pendant 5 ans consécutivement et qu'on ne dépasse pas certains seuils, du coup, de pouvoir bénéficier d'une exonération de la plus-value. Et donc du coup, là, l'avantage, c'est que si on est dans ce cadre-là, il y a un intérêt par rapport à la plus-value qui serait importante à titre perso, de l'optimiser en statut de loueur meublé professionnel. Voilà. Donc c'est pour ça, les gens qui sont paniqués par ce statut-là, en fait, il faut un peu le connaître. Effectivement, il y a des moins, il y a des plus. Au vu des dernières législations qui sont sorties, il y a quand même beaucoup de... c'est quasiment équivalent, à l'exception de la fiscalité à la sortie, qui peut être un frein important, parce que j'ai fait des simulations moi, pour des clients pas trop, il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, moi, dans mon cas où j'avais fait la simulation, ce qui ressortait, c'était que c'était une opération, ce qu'ils voulaient faire patrimonial sur plus ou moins long terme. Par contre, à la sortie, en termes de fiscalité, il se faisait allumer. Et donc c'est là où, à un moment donné, le statut de loueur meublé professionnel, il faut arriver à essayer de calculer et de savoir ce qu'on va faire demain. Par contre, je trouve peut-être ça dommage de limiter sa progression et ce qu'on pourrait faire si on est en capacité d'avoir 2, 3, 4 appartements qui fonctionnent très bien. Parce que même si on paye de la fiscalité à la sortie, il ne faut pas oublier qu'on ne paye que sur de la plus-value. Et donc ça veut dire que quelque part, la fiscalité qu'on va payer demain, c'est quand même de la fiscalité qu'on n'a pas payée au fur et à mesure. Voilà. Puisque si on a amorti, ça veut dire qu'on n'a pas payé d'impôts au fur et à mesure, et quelque part qu'on récupère une grosse somme d'argent sur la vente. Certes, c'est toujours pénible de verser de l'impôt, mais c'est quand même, on a l'argent mobilisable. Alors que là, si on n'a pas l'argent, on paye de l'impôt sur la trésorerie que l'on n'a pas, si on rembourse le prêt par exemple. Donc c'est pour ça que, attention, la fiscalité, à un moment donné, on ne pourra jamais l'éviter à 100%, et attention à ne pas avoir peur bêtement d'un régime sur quelque chose qu'on fera dans 30 ans, alors que pendant 30 ans, ça nous a bénéficié. Voilà. En fait, on se fait toujours rattraper à un moment ou à un autre. Quoi. Exactement. Soit on ne paie pas maintenant, mais c'est reporté plus tard, ou alors on fait maintenant. Et puis, Exactement. Il y a moyen d'optimiser dans tous les cas. Par exemple, le statut de loueur meublé est un statut qui permet d'optimiser par rapport à une simple location au revenu foncier. Par contre, dans la location meublée, après, si on est à l'impôt sur les sociétés, si on est en pro, si on est en non-pro, à un moment donné, effectivement, il y a des contraintes à tout. Le non-pro, malheureusement, lui, il doit mettre dans l'assiette de l'impôt sur la fortune l'ensemble de ses biens. Le pro, lui, il peut sortir ces biens-là. Le pro, il peut avoir... bénéficier de la plus-value exonérée au bout de 5 ans d'activité. Le non-pro, lui, bénéficie au bout de 30 ans de l'ensemble des abattements pour durée de détention. Donc on ne peut pas dire... Bien sûr, il faut analyser du cas par cas, de savoir ce que la personne va faire demain pour déjà anticiper et voir ses besoins. Si la personne aujourd'hui n'a pas de capacité de nous dire que ce qu'elle va faire demain, c'est compliqué de répondre. On peut pas faire du sur-mesure, c'est pas possible dans ces cas-là. Et surtout qu'on est toujours dans des problématiques où on anticipe une plus-value qui est des fois un peu folle dans certains coins, et on anticipe une fiscalité qui, ça se trouve demain, ne sera plus du tout la même. Mais on est bien obligé de s'appuyer sur quelque chose, donc on fait en fonction de ça. Mais malgré tout, effectivement, il ne faut pas paniquer pour rien, il faut juste connaître les textes et du coup pouvoir se faire accompagner sur ces sujets-là. Ok, et donc là, ce que tu me dis, en fait, c'est que passer loueur meublé professionnel, c'est pas forcément catastrophique, puisqu'en fait, ce que tu me dis, c'est que il y a les cotisations sociales de 45% sur le résultat, donc si on amortit tout, on est au réel. Au final, si on est proche de zéro, 45% de zéro, on est proche de zéro, sauf qu'on va payer les 1200 à peu près fixes par an. En fait. Exactement. Et surtout que si on fait déjà de la location courte durée et qu'on est à 23 000 euros, au-delà de 23 000 euros de recettes sur la location courte durée, donc de loyer, quand je dis recettes, de toute façon, on est déjà soumis à la sécurité sociale des indépendants. Donc quelque part, on est soumis au même régime. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus paniquer à ce sujet-là. Ok. Et donc là, c'est pour les particuliers. Oui. Je sais que pour optimiser, il y en a qui créent des sociétés, etc.
Toi, comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu conseilles des types de sociétés, je sais pas, SCI à l'IS, SAS ou autre? Comment, parce que des personnes veulent optimiser leur situation, ils se disent, est-ce que je dois passer en société? Et si oui, quel type de société? Quels vont être mes avantages? Tu vois ce que je veux dire? Imaginons une personne, voilà, elle est passée en LMP, elle a 5 appartements, elle génère du chiffre, je sais pas, 150 000 euros peut-être par an. Elle veut passer en société. Comment, toi, dans le raisonnement qu'il faudrait avoir, ce serait quoi en fait? Alors, passer en société, c'est toujours un peu délicat. C'est-à-dire que si on achète le bien initialement dans une société, aucun souci, c'est-à-dire c'est la société qui fait l'acquisition du bien, elle paye ses droits d'enregistrement à peu près, on va dire avec les frais de notaire, à peu près 8%, et elle fait son activité de location meublée à l'intérieur. Donc ça c'est le cas classique. Alors si une personne détient des biens en direct et veut passer en société, l'inconvénient principal, il y a 2 façons de les passer en société. Donc soit on se les revend à une société, ça c'est un cas qui peut exister, ou alors on peut faire un apport du bien immobilier à une société. Donc, dans les 2 cas, c'est toujours problématique, puisque souvent on va changer de régime fiscal, et donc qui dit changement de régime fiscal dit repasser devant le notaire, puisqu'en fait on est sur un nouveau transfert de propriété, et donc ça génère quand même des coûts de restructuration qui sont importants. Mais attention, cette opération-là, elle n'est pas à balayer d'un revers de main, parce qu'il peut y avoir des cas où ça peut s'adapter. Des gens qui commencent à avoir plusieurs appartements, qui ont des enfants, qui réfléchissent éventuellement à une succession, ça peut être intéressant de restructurer. Et surtout vis-à-vis des banques, alors quand on fait un apport, à la limite, à part le financement des frais que ça peut occasionner, bon, c'est pas trop problématique. Par contre, quand on fait une vente, on va chercher souvent à se faire financer par la banque. Et donc la banque, si on fait une opération blanche où on vend un bien immobilier à une société que l'on possède à 100%, la banque, ils vont un peu tiquer. Ils vont dire, bon, vous êtes bien gentil, mais là c'est une opération blanche, donc on ne va pas forcément financer ce bien-là. Surtout que les banques maintenant sont de plus en plus, on va dire, strictes dans le cadre des financements, surtout depuis le début de l'année. Donc du coup, il faut quand même arriver à leur vendre une opération qui soit légitime. Donc c'est-à-dire que si on a une personne qui possède un bien immobilier et qu'on restructure le patrimoine, faudrait que dans la structure qui acquiert le bien immobilier, il y ait des personnes qui soient différentes. Donc par exemple, avec un groupe de famille, des groupes d'enfants, tu as parlé de SCI, tu m'as parlé de SAS, on peut très bien envisager ce qu'on appelle une SARL de famille. Voilà, ça peut très bien être envisagé dans des cas très précis où il faut respecter des liens familiaux, voilà, donc ça peut être aussi envisagé. Et en fait, après derrière, une fois qu'on a vu ça, donc le cas classique, c'est plutôt est-ce qu'on achète ou pas en location, en société. Ça, c'est le premier cas qu'on va avoir beaucoup de personnes. Et pour répondre à cette partie-là, tout simplement, SCI, SAS. Aujourd'hui, je vais dire, moi, je serais plutôt tenté de dire SAS, puisqu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir que si on achète en SCI, la SCI, comme on est sur la location meublée, qui est une activité commerciale, la SCI est automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Donc il y a 2 régimes fiscaux à l'impôt. La SCI, elle est soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Du fait qu'elle ait une activité dite commerciale, une SCI qui a ses revenus qui dépassent plus de 10%, qui a plus de 10% de ses revenus de type commerciaux, en fait, elle bascule automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Donc ça veut dire si on a une ancienne SCI dans laquelle on fait un peu de foncier ou on veut faire un peu de location meublée, attention, parce que ça peut être une catastrophe. Si on a payé ses revenus fonciers depuis X années en impôt sur le revenu et que ça fait basculer la SCI, attention à ce type de montage-là, parce que j'ai déjà vu des gens qui ont fait pas mal d'erreurs comme ça. Et donc après, c'est irrévocable. Une fois qu'on fait de l'activité, on bascule si on a un contrôle fiscal, on bascule automatiquement à l'IS. Et derrière, ça veut dire que c'est des redressements qui sont importants, parce que c'est pas des redressements, c'est surtout que derrière, lors de la vente, on est soumis à la plus-value des professionnels, et donc on n'a plus du tout optimisé la fiscalité des particuliers. Donc ça, c'est la première écueil, attention à ça. Et donc, en fait, la SCI, la société civile, c'est une forme de société qui existe pour l'acquisition des biens immobiliers. Et donc, en gros, cette société, en gros, elle est assez vieille, puisqu'en fait, c'est une société qui est aussi vieille que le Code civil, donc c'est 1804, le Code civil de Napoléon. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que entre une SAS à l'IS et une SCI à l'IS, globalement, il n'y a pas vraiment énormément de différence.
Donc pourquoi je serais tenté de dire une SAS? Donc déjà, quel est l'intérêt d'acheter via une société? La société, contrairement à des personnes physiques, c'est possible d'acheter, par exemple, s'il y a même plusieurs personnes qui font de l'acquisition immobilière ensemble, de faire une acquisition en indivision. Sauf qu'il y a une protection un peu moins forte que la société, puisque la société elle va être créée, elle va avoir des statuts, et il va y avoir des règles sur la cession des parts. Donc la société elle va avoir soit des actions dans le cadre d'une SAS, soit des parts sociales dans le cadre d'une SCI. C'est une terminologie, il n'y a pas vraiment de distinction. Et dans les sociétés, pour réglementer la société, on va avoir des statuts. Et donc ces statuts-là vont dire, s'il y a cession, s'il y a décès, en fait, elles vont donner les règles du jeu et vont permettre d'emblée d'organiser la répartition de la succession à l'intérieur des associés. S'il y a un décès, dans les statuts, ils peuvent très bien dire l'associé doit racheter les parts. Et donc aujourd'hui, moi, je serais plutôt partant pour la SAS pour plusieurs motifs. Aujourd'hui, il n'y a rien qui distingue déjà une SCI d'une SAS et une SAS peut très bien acquérir un bien immobilier. On sera sur la même fiscalité. Donc ça, pas de problème. Par contre, la SAS le régime juridique de la SAS fait que la société a ce qu'on appelle une responsabilité qui est limitée à ses apports, alors qu'une SCI, on a une responsabilité qui est illimitée. Donc ça, c'est quand même une distinction. Ça veut dire quoi ça veut dire, Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, faut pas se leurrer, responsabilité limitée, c'est pas magique non plus. Hein. C'est-à-dire que vis-à-vis des banques, tu auras toujours une caution perso. C'est-à-dire que s'il y a un prêt, s'il y a des problèmes, si ton activité subit une difficulté, tu auras une caution perso. Donc la caution perso, ça veut dire que tu n'es pas couvert si jamais il y a une problématique dans le cadre de ton prêt que tu ne peux pas rembourser. Par contre, dans d'autres situations, par exemple, scénario catastrophe, il n'y a plus de prêt, mais on a des litiges, on a des salariés, on s'est vraiment professionnalisé au sein de la société et on a des salariés. On a des fournisseurs et à un moment donné, on a des problématiques qui font que, un gros problème sur le bien immobilier et donc on ne peut plus exploiter l'activité mais on a des dettes. Le fait d'avoir une responsabilité qui est dite limitée à ses apports, si on n'est pas dans le cadre d'une faute de gestion, par exemple, on a pillé la boîte, on a fait n'importe quoi, là on va vous dire, vous êtes bien gentil mais c'est vous qui avez fait n'importe quoi. Hors cadre de la faute de gestion, on a la possibilité d'avoir une protection par rapport au patrimoine propre de la personne. Voilà. Donc là, par exemple, si imaginons que tu as cette situation, on est limité aux apports. Imaginons que j'ai acheté en SAS un immeuble. Imaginons, je sais pas moi, j'ai encore un peu de prêt dessus, etc. Il y a un incendie. J'ai des problèmes avec les assurances et en fait, je suis endetté à 300 000 euros. Et j'arrive plus à payer. Et du coup, est-ce qu'on peut clôturer la société et tant pis, nous, limité, on avait mis 1000 euros de capital et voilà, ça s'arrête là? Ou sur le papier, c'est ce qu'on peut faire. Hors engagement auprès des banques ou si on a donné des cautions personnelles spécifiques. Mais effectivement, si par exemple il y a des salariés, on ne peut plus payer le salaire. S'il y a un fournisseur à qui on doit des sous, on peut faire ce qu'on appelle, il y a des procédures dans ce cas-là, quand la société elle est ce qu'on appelle en état de cessation de paiement. Et donc du coup, l'état de cessation de paiement, il y a des procédures adaptées, donc qui sont de type procédure de sauvegarde, procédure de redressement judiciaire, procédure de conciliation, procédure de liquidation judiciaire dans le pire des cas. Et donc dans ces cas-là, ça passe par un commissaire, un juge mandataire, et du coup qui va déterminer si la société a une possibilité de continuer à vivre. Elle va geler les dettes antérieures, donc c'est-à-dire que ce qui peut des fois mettre en difficulté, c'est tout le passif que la société a accumulé. Et en fonction s'ils estiment ou non que la société peut se récupérer, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement pouvoir se sortir d'une situation dans laquelle on n'aurait pas pu s'extraire si on était en société civile, puisqu'on a une responsabilité qui est dite illimitée. Donc là, pour le coup, responsabilité illimitée, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit faire face à ses engagements vis-à-vis des partenaires avec qui on a travaillé. Voilà. Donc ça, c'est le premier critère, c'est la responsabilité. Le deuxième critère, c'est que tout simplement déjà, la SCI, il faut 2 associés. Donc c'est-à-dire une SAS peut être créée avec un associé, une SCI peut être créée uniquement avec 2 associés. Donc on peut très bien avoir un associé qui a 0,0001% du capital, mais malgré tout, un associé quand même. Donc en termes d'organisation, si on fait l'investissement seul,
bah déjà une SAS est beaucoup plus simple, on n'a pas besoin de trouver un partenaire ou un associé dans ce cadre-là. Et troisième chose, c'est par rapport aux activités de location meublée, puisque en discutant un peu avec toi, il y a pas mal de clients qui vont avoir des activités parallèles à la location meublée, qui vont proposer de la conciergerie, qui vont proposer d'autres services spécifiques. Et une SCI ne s'adapte pas du tout à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, une SCI, on est réglementé par le code civil, donc c'est une activité qui doit être civile, donc une activité civile, notamment la location. Alors que proposer des activités de conciergerie, on est dans le cadre d'une activité commerciale. Donc même si fiscalement on répond bien, on est soumis à l'impôt sur les sociétés, donc ça ne posera pas de difficulté à l'administration fiscale, logiquement, une activité commerciale ne peut pas être exercée dans une société qui a un objet civil. D'où la société, la SAS, qui est une activité commerciale, qui peut très bien faire l'activité de location meublée et en plus faire d'autres activités en parallèle. Voilà. Ok. Et donc là, SCI, SAS, donc imaginons, je crée ma société où je me suis racheté mes biens, où j'ai investi en société, en achetant avec la société. Comment est-ce que moi je me paie? Quelles sont les alternatives? Bon, je sais qu'il y a le salaire, il y a des dividendes. Voilà, comment on peut optimiser tout ça? Alors, donc là, on va distinguer des choses parce qu'il va y avoir le cas des gens qui vont avoir une activité professionnelle, des gens qui vont se dédier à cette activité de location meublée. Donc, à mon avis, c'est important de les distinguer puisque, en général, il y a deux grands types de rémunération que l'on peut faire en société. Il y a le salaire et le dividende. Donc, on n'a pas parlé aussi d'une forme de société qui peut être aussi la SARL, puisqu'on peut être en SCI, on peut être en SRS à l'IS, ou on peut être en SARL de famille à l'impôt sur le revenu, ou SARL tout court à l'IS. Voilà, ça c'est possible. Pourquoi je viens sur la SAS? C'est parce que justement, on va arriver justement sur les possibilités de rémunération et les optimisations qui en découlent. En fait, aujourd'hui en société, donc il y a deux grands types de rémunération possibles. On a le dividende. Donc le dividende, c'est quoi? C'est le droit des associés au résultat que la société a généré. Donc c'est-à-dire que généralement, le droit des sociétés, comment ça fonctionne? La société fait un exercice comptable, donc qui est défini souvent de janvier à décembre, mais il n'y a pas d'obligation que ça soit calé sur ces dates-là. Et donc du coup, la société fait 20 000 € de résultat. Ces 20 000 € de résultats, la législation impose qu'il y ait certaines mises en réserve par rapport à des obligations légales. Et on peut verser tout ou partie du résultat sous la forme de dividende. Donc ça, ce dividende-là, il sous-entend d'avoir au moins clôturé un exercice, d'avoir fait du bénéfice et d'avoir payé son impôt sur les sociétés dessus. Puisque pour qu'il y ait du résultat, à part certains retraitements fiscaux, pour qu'il y ait du résultat, forcément c'est qu'il y a eu de l'activité et sur de l'activité, l'administration va demander le paiement de l'impôt sur les sociétés. Donc le dividende, attention, c'est bien, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent c'est bien, ok, sauf que le problème c'est que pour distribuer ce dividende-là, il va falloir payer l'impôt sur les sociétés sur des charges de rémunération que l'on n'aura pas eu, puisque la rémunération dans une société, c'est une charge, et du coup, si on prend du dividende, c'est pas une charge. Donc ça veut dire que du coup, on a, pour faire l'exemple bête, on a 100 000 € de résultats avant prise de rémunération. Si on a de l'impôt sur les sociétés, si on n'est qu'à 25% d'impôt sur les sociétés, on a 25 000 € déjà d'impôt sur les sociétés à payer. Donc il reste 75 000 € de résultats nets. Et ces 75 000 €, on va se les verser sous forme de dividendes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme l'argent il passe d'une société à une personne physique, ce dividende-là, il va être soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà. Et à l'impôt sur le revenu, on a deux grands systèmes qui existent. On a soit le barème progressif, donc c'est-à-dire la personne sur sa déclaration opte pour le barème progressif, donc sur ce dividende-là, elle va payer 17,20 de prélèvements sociaux et elle va déclarer 75 000 € de dividende, elle va déclarer le dividende qu'elle a perçu, donc sur 75 000 €, et elle va appliquer un abattement de 40% sur les 75 000 €, et le montant abattu va se rajouter à son barème progressif d'impôt sur le revenu. Ça, c'est la première solution, où il y a le système qui existe depuis maintenant quelques années, qui est plutôt adapté à partir du moment où on a des rémunérations
un peu plus importante et on a un taux d'imposition qui atteint au moins 30% de tranches d'imposition. Et donc là, c'est le système de la flat tax ou du prélèvement forfaitaire unique. Voilà. Et donc là, c'est au maximum, on ne paye que 30% de fiscalité sur le dividende qui a été perçu. Donc je paye 30% de 75 000. Exactement. Exactement. Donc 30% de 75 000, ça veut dire qu'on est à 22 500 si je compte bien. Et donc 22 500 moins les 75 000 euros qu'on a perçus, bah, ça nous donne la somme qui reste perçue. Donc ça fait 52 500 normalement. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on part sur un résultat avant impôt de 100 000, on arrive à 52 500. Pardonne-moi s'il y a des erreurs de calcul de tête, mais je crois qu'on est ça. Donc là, c'est le cas de la fiscalité avec le dividende. Alors pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien? Ben, le dividende, ça peut être pas mal dans certains cas, quand on a un foyer fiscal qui a des revenus, ben, on a une personne qui est un foyer fiscal à 41% ou 45% de tranche marginale. Rajouter des revenus, ça peut coûter de l'argent fiscalement. On est sur quelqu'un qui a déjà une activité professionnelle, qui cotise au titre de cette activité professionnelle, quelque part. Faire du dividende, si on est par exemple dans des résultats qui sont sur la tranche à 15% de l'IS, donc c'est-à-dire de 0 à 38 120, il peut y avoir du sens à faire du dividende. Par contre, attention, ce dividende-là, on paye des prélèvements sociaux, mais on ne cotise pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, si on ne cotise pas, bah, qu'on croit ou non à la retraite, bah, on ne cotise pas pour la retraite et on n'est pas couvert. Et donc je crois que c'est un thème que tu voudras aborder un peu plus tard. Mais il y a des problématiques par rapport au fait de ne pas verser de cotisation ou pas suffisamment de cotisation sur les revenus du capital. Donc ça, c'est le premier cas, le cas du dividende, tout le monde en parle, quand les gens viennent me voir, tout le monde dit c'est génial, c'est du dividende. C'est à pondérer malgré tout. Donc, en fait, après, il va falloir distinguer deux formes de sociétés. Donc, la SCI et la SARL et la SAS. Donc, quand on est en SAS, on est rémunéré en tant que dirigeant, on est président de la SAS. Donc, quand on est président de la SAS, ou s'il y a deux associés, on peut être président, directeur général. C'est pareil. Donc, du coup, pour la SAS, ce qui se passe, c'est qu'on a des rémunérations et les rémunérations sont versées sous la forme de bulletins de salaire. Donc ça veut dire qu'en fait on est assimilé salarié et donc comme on est assimilé salarié, on fait des bulletins de salaire et donc on paye des cotisations sociales salariales et des cotisations sociales patronales. Qui fait que pour un salaire à 1 000 euros net, pour faire un exemple, on peut facilement payer 1 800, 1 900 de coût global pour le salaire. Alors que quand on est en SARL, du coup, on n'est pas au même régime, on est à la sécurité sociale des indépendants, donc comme tout à l'heure, on l'a évoqué quand on fait des locations de plus de 23 000 euros. Mais du coup, les cotisations, on est plutôt de l'ordre entre 40 et 45% de taux de cotisation sur les rémunérations perçues. Donc ça... C'est 40% au lieu de 80% pour une SAS ou Exactement, ouais. Exactement. C'est carrément diminué de moitié, quoi. Exactement. Alors, il y a quand même des plus, des moins, parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de rapport, pour 1 euro cotisé, on aura des rendements en termes uniquement de retraite. Quasiment, le reste, c'est quasiment équivalent. Mais au niveau de la retraite, on aura un rendement qui sera un peu moins intéressant. Ça, c'est une réalité. Sauf que comme ça coûte moins cher, on peut se rémunérer plus. Et donc quelque part, et on peut le coupler avec des contrats supplémentaires de type ce qu'on appelle loi Madelin. C'est des contrats en fait complémentaires qu'on peut prendre au titre de la mutuelle, au titre de la prévoyance et au titre de la retraite, qui permettent en fait d'avoir sur un système d'assurance supplémentaire qui permet de couvrir, on va dire, les inconvénients de la retraite moins optimisée dans le cadre du régime général. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, dans le cadre aujourd'hui, quelle que soit la nature de l'activité, là on est dans ce cadre-là, de la location courte durée, mais je préconise plutôt aujourd'hui, si une personne veut se rémunérer et qu'elle n'a pas d'autre activité professionnelle, la création d'une SARL par rapport à une activité, une SAS. Parce qu'en fait, même si on a des cotisations sociales, en reprenant le même exemple qu'on avait tout à l'heure, en fait, même si on a des cotisations sociales, en fait, cette rémunération et ces cotisations vont permettre de servir de base de déduction à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend tout en salaire,
on paye 0 d'impôt sur les sociétés. Alors que dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, on payait 25 000 euros d'impôt sur les sociétés. On partait de 100 000, on payait 25% d'IS, on était à 25 000 euros. Et donc ça veut dire que là, on a 25 000 euros de plus pour se rémunérer. Et donc, pour faire simple, on arrive à des choses où on a un tout petit peu plus en SRL, où on a à peu près un truc équivalent. Et donc, à montant équivalent, je préfère avoir cotisé sur 100% des sommes que j'ai prises que n'avoir cotisé que pour 0. Donc voilà pourquoi je préconise plutôt la SARL ou pas la SCI. Pour moi, dans ce cadre-là, je ne préconiserai pas. Donc le SAS peut être un bon système pour des petits bénéfices qu'on veut se distribuer, on a déjà une activité, on cotise, ou la SARL plutôt si on souhaite prendre des rémunérations et que ça serve en fait tout simplement de cotisation au titre de la retraite. Ok. Donc là, SCI, SARL, SAS. Après, je sais qu'il y a des optimisations, on n'en a pas parlé aussi, mais je sais que certains, ce qu'ils font, c'est que ils ont leurs biens, ils exploitent aussi d'autres biens, et du coup, pour ne pas passer en loueur meublé professionnel, ils vont créer une société un peu d'exploitation qui va exploiter leurs biens, plus d'autres biens, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce montage Oui, là c'est un peu, en fait, on va retrouver un peu le montage qu'on trouve chez les hôteliers, c'est-à-dire où en fait on va distinguer la société patrimoniale, donc c'est-à-dire le bien immobilier, et on va distinguer l'activité d'exploitation. Et donc du coup, pour le coup, quand on est dans ce cadre-là, effectivement, on peut à la limite même créer une SCI, puisqu'en fait dans le SCI on n'aurait uniquement que le bien immobilier. Et après, par contre, on peut aller sur l'activité et l'exploitation, du coup créer une activité soit sous la forme SAS, soit sous la forme SARL. Et donc l'avantage c'est que l'activité de sous-location va générer forcément beaucoup moins de revenus et de loyers, enfin surtout ça va être des loyers qui vont être versés, donc c'est-à-dire la SCI où la personne en direct va percevoir des loyers au titre de la mise en location à l'activité, et l'activité qui va exploiter le bien, elle va payer toute son imposition et passer en charge les loyers qu'elle va payer à la société qui va avoir le bien immobilier. Donc c'est une solution qui est tout à fait utilisable et qu'on voit beaucoup dans le cadre des schémas de type hôtellerie, où en fait l'idée c'est de répartir les risques entre l'exploitation et le patrimonial foncier. Voilà. Ok. Et après, il y a tous les systèmes de holding. Dans quel cas, on crée une holding, quand est-ce qu'il faut le faire, pourquoi, c'est quoi l'intérêt moi je vois beaucoup de séminaires, mais souvent on se dit je fais une holding, machin, tu vois, quel est l'intérêt de faire une holding pour un investisseur? Alors l'intérêt de faire une holding, effectivement, pour moi il ne faut pas la créer, faut pas la créer trop tôt, la holding. Il faut que cette holding elle réponde à un objectif bien particulier. Donc en fait, cette holding, l'objectif c'est de pouvoir organiser le patrimoine du dirigeant et d'organiser l'ensemble des structures qu'il peut posséder. Donc on parlait de diversification du risque et de répartir le risque dans les différentes activités. Donc là, le cadre de la création d'une holding, ça peut avoir du sens si jamais une personne a des activités qui touchent à, on va dire, à la propriété et au foncier, et des activités où il va exploiter, des activités dans lesquelles il va faire de la conciergerie, et il va proposer d'autres prestations spécifiques. Et donc l'idée, c'est de répartir les activités dans des structures juridiques dédiées, et du coup, cette holding, en fait, c'est elle qui va détenir toutes les sociétés qui vont exercer les différentes activités. Donc la création de cette holding, pourquoi il ne faut pas la faire trop tôt, cette holding? Tout simplement parce que générer une holding, ça va avoir forcément des coûts. Et donc ça veut dire que quand on crée une société, la création d'une société, l'organisation comptable et juridique d'une société, et donc tout ça, ça va créer des lourdeurs. Et donc créer des lourdeurs, forcément, alors l'expert comptable est content, puisque forcément il prend des honoraires, mais à un moment donné, il faut rationaliser ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce schéma-là quand on est certain d'avoir au minimum 2 sociétés et avoir la velléité, la volonté d'en racheter d'autres. Voilà. Après, il y a des cas spécifiques
où on rachète des parts de sociétés, où on apporte des titres à des sociétés dans le cadre de remboursement de prêts, où la holding a du sens et du coup il est intéressant de créer ces holdings-là dans un cadre en fait plutôt de levier juridique et financier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand par exemple on achète un bien, si on achète un bien ou des parts d'une société, tout simplement, on va avoir des remontées de dividendes pour rembourser le prêt qu'on a contracté pour l'acquisition. Et si on possède le bien en direct, en fait, le problème, c'est qu'on va avoir une fiscalité qui va exister sur la remontée de dividendes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, cette fiscalité-là, automatiquement, si on a une fiscalité à payer et en complément, on doit rembourser le prêt, on diminue nos capacités de remboursement. Chose qui n'existe pas si jamais on a une holding. On a des régimes de faveur qui existent sur la remontée de dividendes entre sociétés qui possèdent au moins 5% du capital, qui permettent en fait, au lieu de perdre 30% de la somme sur la remontée de dividendes, en fait, on conserve 100% de la somme quasiment pour le remboursement du prêt. Donc la création du holding, c'est organiser patrimonialement la société, séparer les risques des activités, puisque si on exerce dans une seule et même activité, on a le bien immobilier, on exerce 10 milliards d'activités, c'est possible, sauf que si une activité fait tomber les restes des activités, tout tombe comme un château de cartes. Si on a une holding, du coup, ça permet on a une holding avec 4 sociétés, on coupe la branche qui est, on va dire, qui est pas bonne, du coup, on conserve les sociétés avec le patrimoine existant. Ok, voilà. Ok. Et après, tu sais, avec les holdings, on dit souvent, on peut économiser en termes d'un point de vue imposition, parce que il y a l'intégration fiscale, etc. Tu vois, imaginons on a une holding avec plusieurs sociétés. Oui. Voilà, comment ça se passe parce qu'on a l'impression qu'avec une holding, moi le premier au début quand j'y connaissais rien, on a l'impression qu'on ne paie pas d'impôts en fait, mais on a l'impression que ça circule. Alors non, c'est-à-dire qu'effectivement dans une holding, on va avoir plusieurs cadres. On va avoir le cadre où on a la holding et chaque société imposée séparément, donc chaque société paye son impôt, et derrière, certes, la holding ne va pas payer d'impôt par rapport à ce régime de faveur sur la remontée du dividende. Sauf que ça c'est valable, mais ça veut dire que toutes les sociétés filiales, elles ont payé leur imposition. Voilà. Donc si elles ont payé leur imposition, la remontée de dividende sur la holding, elle ne paye pas d'impôt, mais l'impôt a déjà été payé en bas. Par contre, pour le reste, ce qui existe, c'est que quand on a plusieurs sociétés, et que ces sociétés, on possède au moins 95% du capital d'une autre structure, on peut opter, comme tu l'as dit, sur le régime de l'intégration fiscale. Donc ça, quel est l'intérêt, quel est l'inconvénient? L'intérêt, c'est surtout que quand on a une fiscalité globale, avec éventuellement des sociétés qui font des pertes, avec des sociétés qui font du bénéfice, l'intérêt de l'intégration fiscale, c'est tout simplement de pouvoir compenser les pertes et les bénéfices de ces sociétés. Voilà. Donc l'intérêt de l'intégration fiscale, c'est d'avoir quelque chose qui est, on va dire, harmonisé en termes d'imposition. Et s'il y a des activités qui font le yo-yo, ça évite de perdre un an dans le report des déficits sur l'année suivante. Voilà. Mais ça se calcule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, dans ce cas-là, il faut opter pour l'intégration fiscale. C'est sûr, parce que tout le monde le fait. C'est vraiment, ça va dépendre des natures d'activité. Et si tout le monde fait si toutes les sociétés font le même résultat, à part pour des problématiques, on va dire des logiques juridiques, parce que du coup ça limite certains risques dans le cadre de refacturation interstructure. Dans tous les cas, c'est pas un vrai argument, parce que si toutes les sociétés font le même résultat, intégration fiscale ou pas intégration fiscale, il y aura exactement la même fiscalité, voire il y aura plus de fiscalité dans le cadre d'une société en intégration fiscale que plusieurs sociétés qui ne seraient pas en intégration fiscale, puisque du coup, il y a les taux réduits d'impôt sur les sociétés. S'il y a une intégration fiscale, on a un taux réduit, alors que si on a une intégration fiscale avec toutes les structures, on n'a pas d'intégration fiscale et donc toutes les structures sont autonomes, toutes les structures bénéficient du taux réduit à 15%. Voilà. Ok, parfait. Donc, du coup, la holding, on a vu intégration fiscale, dans quel cas, etc. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la TVA en location courte durée. Oui.
Est-ce que je dois payer la TVA? Oui ou non? Si oui, dans quel cas? Sinon, dans quel cas? D'accord, ok. Alors la TVA, effectivement, c'est un sujet qui est assez important et qui fait l'objet de pas mal de questionnements dessus. Donc en fait, de base, il faut savoir que le Code général des impôts prévoit que la location à usage d'habitation est exonérée sans possibilité d'option. Donc ça, c'est le cadre de base. Sauf que à ça s'ajoutent des textes sur sur les activités qu'on met en lien, qui sont en lien avec la para-hôtellerie. Et donc justement, le Code général des impôts a prévu certains critères. Et donc ces critères-là, ils sont de 4 à 4 niveaux. Et donc en gros, si on dépasse 3 des 4 critères prévus par le Code général des impôts, mais on doit payer la TVA. Donc c'est-à-dire que de base exonéré sans possibilité d'option, et si on remplit au moins 3 des 4 critères, on est obligé de s'identifier à la TVA si on dépasse certains seuils. Donc ces critères-là, c'est accueil des clients, fourniture de linge, fourniture de petit déjeuner et nettoyage des locaux pendant le séjour. Voilà. Et donc si on remplit 3 des 4 critères qui sont évoqués, on doit obligatoirement s'identifier à la TVA. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'identification à la TVA. Donc ça veut dire quoi, s'identifier à la TVA? Ça veut dire que potentiellement, si on dépasse certains seuils, donc c'est-à-dire on a un seuil, ce qu'on appelle la franchise en base, c'est-à-dire que si on est en dessous de ce seuil, ben, on n'est pas en TVA. Si on est au-dessus, on est en TVA. Et donc ce seuil-là, actuellement, il est aux alentours de 36 000 €. Et donc en fait, ce qui fait que dès qu'on dépasse 36 000 €, on est obligé de s'identifier. Si on est en dessous, on peut opter, si on le souhaite, à la TVA. Donc, quel est l'intérêt quand même d'opter à la TVA? Si on a dans son appartement énormément de loyers, énormément de travaux à faire dans le cadre de l'acquisition immobilière, ça peut avoir du sens de pouvoir opter pour la TVA et du coup de pouvoir récupérer toute la TVA sur les travaux qui ont été engagés. Voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que sur toutes les locations, donc on récupère la TVA sur tous les frais, sur les travaux, mais sur toutes les locations, on doit reverser de la TVA à l'administration fiscale. Donc c'est le revers de la médaille. Voilà. Ok. Et après, au niveau de la TVA, parce que ouais, effectivement, j'ai vu sur Booking, par défaut, ils nous mettent 10% de TVA. Oui. Donc si jamais c'est le cas pour les gens qui se lancent, il faut qu'ils les appellent pour demander à l'enlever, en fait. Parce qu'en fait, ils paient pour rien. Ah, mais c'est-à-dire que sur Booking, je ne sais pas comment c'est exactement présenté, mais c'est pas Booking normalement qui doit retenir la TVA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que je pense qu'ils doivent mettre la TVA de base en disant attention, il y a une référence, il y a de la TVA à reverser. Ouais. Par contre, eux, ils versent 100% de la somme. Donc ça veut dire juste que si une personne est soumise à TVA, elle doit absolument reverser, s'identifier auprès des services fiscaux et reverser la TVA collectée, déduction faite bien sûr de la TVA déductible qu'elle aurait eue sur ses frais. Ok. Et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu vois, qui se lancent dans la location courte durée ou autre, qui quittent leur emploi et ils n'ont plus de salaire et ils se paient soit avec des dividendes ou ils font des charges, etc. Et il y a ce qu'on appelle la fameuse loi Puma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur exactement, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ça? Alors, en fait, la loi Puma, de mémoire, elle date de 2015-2016. En fait, c'est lié au fait que chaque personne en France a le droit à bénéficier de frais de santé. Et donc, à la prise en charge médicale. Et donc, en fait, le fondement de cette loi, c'est justement lié au SAS, avec des gens qui prenaient du dividende sans payer des cotisations, mais qui bénéficiaient à plein de remboursement de frais médicaux parce qu'ils bénéficiaient de la solidarité. Donc ce qui a été dit, c'est qu'en fait, à partir du moment où une personne a certains revenus, il faut absolument qu'elle paye une contribution, la contribution Puma, et c'est une contribution égale à 8% du montant des revenus que la personne a au titre des revenus qu'on appelle du patrimoine. Donc en fait, les revenus du patrimoine, c'est quoi? C'est les revenus qui vont être issus de certains types de revenus, c'est-à-dire les revenus fonciers, les revenus des plus-values sur actions,
les dividendes, donc on est dans ce cadre-là. Et donc en fait, quand on a des revenus comme ça, si on dépasse de mémoire, c'est 25% du PAS, du plafond annuel de la sécurité sociale, donc on est à peu près à 10 000 euros à peu près. Et donc dès qu'on dépasse 10 000 euros sur les revenus du patrimoine, donc tout cumulé, et qu'on n'a pas des cotisations supérieures au titre des salaires, hein, donc supérieures à 10% du PAS, donc c'est-à-dire on est à peu près là à 4 000 euros, et du coup on doit payer une contribution égale à 8% sur les revenus du patrimoine. Voilà. Donc un moyen éventuellement de contourner cette problématique, c'est tout simplement de se verser un salaire au moins équivalent au minimum de cotisation pour éviter de payer la loi Puma. Alors, certes, dans la plupart des cas, elle n'est pas très importante, mais si quelqu'un a des revenus capital qui sont très importants, pour quelques euros de cotisation, c'est un peu bête de payer les 8% qui vont être quand même relativement plus conséquents. Et du coup, c'est 8% des revenus du patrimoine. Des revenus patrimoine. Donc, revenus fonciers, plus les revenus de capitaux mobiliers. Parce que là, imaginons que là, moi, je ne me verse pas de salaire, je fais des dividendes et je me verse, je dis n'importe quoi, 100 000 euros. Oui. Il faut que je reverse 8% des Exactement. 100 000, Exactement. donc 8 000 euros. Exactement. Dans le cas de la loi Puma. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est pas forcément qui va pas concerner tout le monde, mais c'est des choses où les gens qui veulent optimiser, qui pensent optimiser grâce au SAS notamment, attention à ça, parce qu'il y a des gens qui ont du patrimoine qui est relativement conséquent, et quand on commence à dégager beaucoup de revenus, forcément cette loi Puma, elle n'est pas forcément explicitée, mais les gens reçoivent un appel de cotisation de la part de l'URSSAF plusieurs temps après avoir fait la déclaration de revenus, donc ça peut toujours surprendre. Ok, excellent. Bon, en tout cas, on a vu plein de choses, loueur meublé professionnel, non professionnel, SCI, SAS, SARL, la TVA, charges déductibles, les systèmes de holding. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points de vigilance ou d'un point de vue comptable? Alors, on parlait peut-être tout à l'heure du véhicule. Ah oui. Du véhicule, donc peut-être que effectivement qu'on puisse un peu distinguer les cas. On a la location meublée longue durée sans courte durée. Effectivement, avoir un véhicule, c'est pas forcément cohérent. Avoir une location courte durée peut se poser la question si les appartements représentent une masse importante de traitement. Est-ce qu'on prend un véhicule dans la structure ou est-ce qu'on fait des indemnités kilométriques? Et donc là, pour répondre à cette question, il n'y a pas de recette miracle. On ne peut pas dire oui, dans ce cas-là, il faut le faire, non, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Il faut faire des simulations. Et ces simulations-là, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'avoir un véhicule de société, donc c'est la société qui paye tout, à 100%. Donc le carburant, le loyer du véhicule ou l'amortissement du véhicule, l'entretien, l'assurance, les frais de déplacement. Voilà, et donc péage, parking, voilà. Donc ça, c'est la société qui paie tout. Sauf que si la personne utilise le véhicule mettons, à 10% sur sa société et à 90% à usage personnel, elle va payer ce qu'on appelle un avantage en nature sur la base de ce que ça coûte à la société. Donc c'est-à-dire l'avantage en nature, il sera égal à 90% du montant du coût pour la société. Donc sur cet avantage en nature, quoi, en fait, c'est ça. Alors il ne rembourse pas, mais il va payer des cotisations sociales dessus, à blanc. Enfin à blanc, en tout cas parce que c'est considéré comme un élément de salaire, il va payer de l'impôt sur le revenu également dessus, et donc cet impôt sur le revenu, ça génère de la fiscalité sur quelque chose qu'on n'a pas perçu. Voilà. Alors que si on fait des indemnités kilométriques, bien évidemment comme les indemnités kilométriques c'est des remboursements de frais, on n'a pas de problématique liée à l'avantage en nature, liée à toutes ces choses-là, on rembourse sur la base d'un forfait prévu. Alors c'est beaucoup plus contraignant dans la mise en forme puisque il faut forcément passer par des feuilles d'indemnité kilométrique détaillées avec les distances parcourues, les dates. Donc là c'est un peu plus fastidieux pour pouvoir justifier ces dépenses-là. Par contre, ça a l'avantage de la simplicité. L'inconvénient c'est qu'on doit payer tous les frais liés au véhicule à titre perso et se faire rembourser via des indemnités kilométriques. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Pareil, tout s'étudie. Donc, on ne peut pas dire, c'est pas parce que quelqu'un le fait, il dit c'est génial, qu'il faut le faire. Ça s'adaptera peut-être à sa situation, mais pas peut-être à la vôtre. Ça marche. On a vu tous ces éléments. S'il y a d'autres questions, parce que là, franchement, on a vu vraiment de A à Z, quoi. Comptabilité
courte durée de A à Z. En tout cas, c'était un plaisir, William, voilà, d'échanger. Merci pour toute la valeur que tu as apportée dans la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter William, je mettrai ses coordonnées dans la description. Si vous avez d'autres questions, des questions sur des montages ou autre, voilà, il est vraiment spécialisé en location courte durée, donc il s'y connaît très bien comme vous avez pu le voir. Et le dernier mot, il est pour toi, William. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'on a pu vous apporter un peu de valeur ajoutée et de connaissances par rapport à votre activité. Et donc du coup, je serai ravi d'échanger avec vous si vous avez besoin pour sécuriser votre activité de location courte durée. Super, donc on fait comme ça et on se retrouve dans un prochain épisode. Boum!